J'en ai terminé pour la méthodologie et nous allons à présent faire venir nos responsables de commission pour nous donner un aperçu des travaux qui ont été réalisés et les pistes de réflexion qui ont été dégagées. J'appelle donc en première instance ma sœur Fatoumata Sidibé Diarra. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, pour le sujet gouvernance et institutions. Merci Erickson. 60 ans que nous nous définissons en fonction de critères qui nous sont étrangers. Régime pluraliste, régime de parti unique, régime libéral, régime communiste, régime socialiste, mais où est le régime adapté aux pays africains dans tout cela? 60 ans de mascarade électorale, tenez-vous bien, entre 1960 et 1989, sur 102 élections présidentielles, le président en exercice a remporté les élections avec en moyenne 92%. Les partis du pouvoir ont obtenu en moyenne 83% des voix. Et dans 29 pays sur 47 en Afrique, les partis d'opposition n'ont jamais été représentés. Et nous parlons de démocratie. Plus de 60 ans d'instabilité. Sur 486 coups d'État tentés depuis 1950 dans le monde, 214 dont 106 réussis ont eu lieu en Afrique, soit un coup d'État par an dans au moins 2 États africains. Plus de 30 ans que nous copions le système de démocratie à l'occidental, 30 ans de résultats électoraux douteux, de crise post-électorale, de gouvernance inefficace. 30 ans de dépenses exorbitantes dans un océan de misère où le minimum n'est pas assuré. 125 milliards de dollars ont été dépensés entre 2000 et 2018 en Afrique subsaharienne pour organiser des élections. Combien d'hôpitaux, combien d'écoles, combien d'infrastructures aurait-on pu construire avec cela? 30 ans d'exercice de pouvoir par des dirigeants plus préoccupés par leur propre survie que par le bien-être de leur peuple. Des dirigeants illégitimes aux yeux des citoyens et cherchant plutôt à maintenir des systèmes autocratiques. Plus de 60 ans de désillusion, de perte de confiance, de mauvaise gouvernance et de stagnation économique. Il suffit de regarder les pays qui ont accédé à l'indépendance au même moment que nous et voir le niveau de vie de leurs citoyens aujourd'hui. Singapour, la Corée du Sud, par exemple. Il suffit de regarder le niveau de vie de certains pays auxquels il n'est pas systématiquement rappelé l'importance de la démocratie. Les Émirats arabes unis, par exemple. Qu'est-ce qui est finalement important pour nous, Africains? Copier les autres ou tracer notre propre voie vers nos aspirations profondes? C'est la question. Bonjour à toutes et tous. Merci pour votre présence, pour votre enthousiasme, pour votre engagement et vos encouragements. Depuis les premiers instants où nous avons partagé ce projet avec vous, ce projet qui est aussi le vôtre. Signe que nous ne sommes pas trompés. Il faut que la situation de notre continent change. Et pour cela, il faut réfléchir, il faut construire, il faut partager, il faut convaincre et surtout, il faut agir. Car si nous ne le faisons pas, personne ne viendra le faire à notre place. Je viens de vous décrire la situation qui est inacceptable. Illégitimité, rupture constitutionnelle, 3e mandat, crise politique, absence de décollage économique inclusif. Le système de gouvernance n'est pas adapté, c'est un fait. Les modèles plaqués ne fonctionnent pas. Si le but est la gestion vertueuse de la cité par des dirigeants légitimes vers le progrès inclusif, alors il faut accepter, comme le disait Amadou Hampâté-Bâ, que les hommes peuvent atteindre un but commun sans emprunter les mêmes voies. Il est temps de changer, de nous réinterroger et d'élaborer notre propre réponse, celles qui nous sont adaptées. Surtout que nous avons un riche passé, ne serait-ce que l'organisation de nos empires et royaumes. Et n'oublions pas de rappeler à ceux qui sont prompts à la dénonciation à géométrie variable de la question des droits de l'homme que nous, Africains, avons été les premiers à proclamer les droits de l'homme et du citoyen dans la charte du Mandé de 1236. Dans la commission Gouvernance et Institutions, nous avons travaillé sur plusieurs thèmes que nous avons déclinés en faits. Nous versons au débat nos pistes de réflexion pour être complétés, pour être enrichis,
adaptée, car nous sommes conscients que l'Afrique est plurielle. Parce qu'une chose est sûre, il faut changer et il faut bien commencer quelque part. Nos pistes de réflexion sont faites sans tabou et de manière constructive. Nous nous interrogeons sur ce qui ne fonctionne pas, notamment la question de la légitimité de nos dirigeants. Ils sont élus sur le papier à l'issue de processus dont la transparence peut clairement être mise en doute dans plusieurs cas. Il est normal qu'à la moindre crise, ils ne bénéficient d'aucun soutien de la population et soient balayés parce que considérés comme illégitimes. D'autant plus que dans plusieurs États africains, nous avons des monarques qui règnent sans contre-pouvoir, sinon sur le papier, et ne rendent pas compte. Le débat sur la limitation des mandats qui nous a été imposé est une autre piste de réflexion. Est-il adapté à notre situation actuelle, nous, Africains? Chaque 5 ans, chaque 7 ans, ce sont des violences électorales, des coups d'État constitutionnels. Est-ce la priorité dans des États en crise comme les nôtres? Et ceux qui nous insufflent cette obligation ne se sont pas gênés pour ignorer superbement cette disposition constitutionnelle lorsque eux-mêmes étaient en crise. Souvenez-vous du président Roosevelt des États-Unis, élu pour 4 mandats, et je ne parle pas du général de Gaulle, président de 1958 à 1969. Nous voyons tous la situation de nos États. Pourquoi ne pas dépasser ce débat et se poser les vraies questions qui sont: comment désigner des dirigeants qui gouverneront et travailleront uniquement au service d'une vision partagée? Autrement dit, qu'est-ce qui est important pour nous, Africains? Est-ce que ce n'est pas ce qu'on fait du mandat et non sa durée? Et face à un dirigeant dont le pouvoir dévie, il faut avec responsabilité réfléchir aux mécanismes de destitution, des mécanismes connus de tous et encadrés. Parce qu'actuellement, vous l'aurez constaté, le mode de destitution le plus utilisé est le coup d'État. Les coups d'État, parlons-en. Un proverbe malien dit qu'après une chute, ne t'intéresse pas au lieu de ta chute, mais à ceux qui t'a fait tomber. Au-delà des condamnations quasi automatiques, ne faut-il pas s'interroger sur la cause de ces coups d'État? Et pourquoi ils suscitent à chaque fois un espoir de changement pour nos populations? Mais également, ne faut-il pas que nous arrêtions les faux fuyants et que nous considérions la question de l'armée, qui est clairement un acteur à part entière dont il faut définir le rôle? À côté de nos dirigeants, la question des acteurs de la gestion de la cité, le citoyen, la société civile et les partis politiques est aussi une piste de réflexion. Le citoyen a voix au chapitre uniquement au moment des élections. Nos sociétés civiles sont moribondes ou devenues des instruments aux mains des puissances étrangères. Et les partis politiques voient leur nombre exploser et sont souvent devenus des moyens d'accéder aux postes ministériels ou autres avantages plutôt que de participer à faire avancer le débat. J'ai parlé de légitimité tout à l'heure. Justement, ceux qui en bénéficient sont nos légitimités traditionnelles, dont la place est connue, acceptée, respectée de tous. Ne devrions-nous pas leur redonner leur place, les remettre au centre, à équidistance des jeux politiques et assurer leur indépendance financière? Ces pistes de réflexion sur lesquelles nous travaillons concernent donc nos institutions internes, bien entendu, mais cela est valable pour nos institutions régionales et sous-régionales. En zone francophone, les résultats de ces institutions sont plus que mitigés quand elles ne sont pas sous la coupe d'influences et d'agendas étrangers. Sinon, comment expliquer que les décisions de ces institutions dites africaines soient annoncées depuis une capitale européenne, ou alors que les chefs d'État de ces institutions soient invités par un chef d'État européen à tenir leur sommet dans une ville américaine? Qui paye commande? Parvenir à l'indépendance financière de ces institutions est donc une question cruciale. Ces pays qui tentent de nous imposer leur agenda ont tous leur politique africaine, alors que clairement, nous-mêmes ne parvenons pas à bâtir une politique africaine commune digne de ce nom, et encore moins une politique africaine du monde. Le dénominateur commun à toutes ces pistes que je viens d'évoquer
et la prise de conscience et le sens de la responsabilité. Pour Patrice Lumumba, l'Afrique écrira sa propre histoire. Le temps est venu. Le temps est venu sans idéalisme, sans tabou, et en ayant le courage de remettre en cause certains principes érigés en dogme et en ayant à l'esprit les besoins réels de nos concitoyens, le temps est venu de rechercher nos propres réponses. Et c'est ce que nous essayons de faire parce que personne ne viendra le faire à notre place. Je vous remercie. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter chacun en fonction de l'angle de la salle à regarder soit à sa gauche, soit à sa droite. Nous avons là, trônant majestueusement, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des forces armées. Je vous pose la question. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous dérange? J'attends une réponse. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup pour un seul homme? Je dis ça, mais bon, j'espère que je vais pouvoir reprendre mon avion demain. Mais moi, sincèrement, il y a quelque chose qui me dérange. Mais ce qu'il faut relever, c'est que ce n'est pas de sa faute. On nous a mis dans ce moule. Le président est omnipotent, omniscient. Il est président de tout. Dans ces conditions, quel modèle pouvons-nous avoir qui soit efficace? C'est la question centrale à laquelle nous allons vous inviter à répondre cet après-midi. L'heure est au coup d'État, c'est la mode. Les militaires sont devenus des véritables stars. Quelque chose qui, il y a encore quelques années, pouvait sembler anormal est devenu normal. Au Mali, au Niger, au Burkina Faso et ici en Guinée, les populations sont descendues dans les rues pour célébrer des coups d'État. Et je dois vous dire que moi, tous ces coups d'État m'ont fait plaisir. J'étais content. Pas parce que je suis favorable à la prise du pouvoir par les militaires, mais parce que c'était une occasion unique de nous poser enfin les vraies questions. Au lieu de jouer les vierges effarouchées, comme je vois certains le faire, en disant ce n'est pas normal, le rôle de l'armée n'est pas au pouvoir. Nous devons nous poser la question, qu'avons-nous fait pour que l'armée devienne la solution et non le problème? Rappelez-vous qu'avant, quand il y avait un coup d'État, rarement ça faisait l'unanimité. Aujourd'hui, les coups d'État se font comme une lettre à la poste, sans effusion de sang. En réalité, les élections tuent plus que les coups d'État. Les révisions constitutionnelles pour les troisièmes mandats tuent plus que les coups d'État militaires. Regardez le dernier coup d'État au Gabon. On n'a même pas giflé quelqu'un. C'est quand même curieux qu'on en arrive là. Tout ceci pour dire quoi, madame, monsieur? La démocratie qu'on nous a imposée était une vaste escroquerie. Et c'est ce que ces coups d'État nous enseignent aujourd'hui. Et pour bien comprendre pourquoi c'était une escroquerie, je vous invite à faire un recours à l'histoire. Parce que malheureusement, depuis au moins l'esclavage, nous nous sommes toujours fait avoir. L'esclavage ne s'est pas arrêté parce que les esclavagistes, subitement, ont retrouvé une once d'humanité et ont pensé qu'il n'était plus bon
de traiter les êtres humains comme des animaux. S'il faut reconnaître que des gens se sont battus pour que l'esclavage s'arrête, il ne faut jamais oublier que la véritable raison de la fin de l'esclavage, c'est la révolution industrielle. Ayant créé des machines, on n'avait plus besoin d'hommes dans les champs parce que les machines pouvaient faire 10, 20, 1000 fois ce que les hommes faisaient. Sauf qu'une fois les machines arrivées, contrairement aux esclaves, les machines ne marchent pas au fouet. Les machines marchent aux matières premières. Et où est-ce qu'on trouve les matières premières? Comme par hasard, en Afrique. C'est comme ça qu'on est passé de l'esclavage à la colonisation. Parce qu'on n'avait plus besoin des hommes, mais on avait besoin de nos terres. Et on est venu nous coloniser pour récupérer justement ce que nous avons dans notre sous-sol. Et après, on a parlé de la décolonisation, une autre vaste escroquerie. Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les puissances qui n'avaient pas leur part d'Afrique ont estimé que les choses ne pouvaient plus continuer ainsi. Il fallait alors repenser le monde. Une fois de plus, nous nous sommes fait avoir. On a fait semblant de décoloniser. On nous a obligés à signer des accords léonins et on nous a donné des titres et des drapeaux et des hymnes. Nous faisons croire que nous étions aussi devenus des États. Que non, c'était encore un mensonge. Tous ceux qui se sont battus pour la véritable indépendance de l'Afrique, ou presque, ont tout simplement été assassinés. On s'est arrangé à mettre à la tête de nos États ceux qui disaient que l'indépendance n'était pas une nécessité, que nous n'étions pas prêts à nous diriger nous-mêmes. Vous vous rappelez des scènes de nos frères qui pleuraient au départ du colon en disant « Nous sommes perdus, qu'allons-nous faire ?» C'est à ceux-là qu'on a remis le pouvoir. Sauf que le monde a évolué, la guerre froide a progressé, le monde s'est divisé. Certains chefs africains qu'ils avaient imposés à la tête de nos États, puisqu'ils n'étaient plus préoccupés par la perte du pouvoir, ont eu du zèle, ont commencé à regarder ailleurs. Et ceux qui n'avaient pas leur part d'Afrique ont dit « Voici une occasion en or. Il faut arrêter avec les partis uniques parce que ça ne permet pas que nous puissions entrer dans le jeu. » La chute du mur de Berlin est venue terminer le communisme. L'idéologie capitaliste a triomphé avec son corollaire qu'on appelle affectueusement la démocratie libérale. Et comme Alain le disait tout à l'heure, François Mitterrand a réuni les dirigeants africains à la Bolle pour dire les choses ont changé. Parce que des chefs d'État comme les Mobutu Sese Seko au Zaïre, Ahidjo au Cameroun, ou Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire n'étaient plus aussi malléables qu'on l'aurait souhaité. Ils étaient devenus tellement forts et puissants qu'ils pouvaient avoir l'occupance qu'avait eu Mobutu de penser qu'il pouvait lancer une fusée à partir du Zaïre. Cela a inquiété. Et on s'est dit, comment on casse tout ça? Comment on fragilise tout ça? Et on est arrivé à ce nouveau modèle qu'on appelle aujourd'hui pompeusement la démocratie. Ce qui s'est passé, c'est que cette démocratie coïncidait avec les aspirations de ces dirigeants qui étaient prêts à tout pour ne pas perdre le pouvoir. Raison pour laquelle ils ont adopté ce modèle qui leur permettait de plaire davantage à la communauté internationale qu'à leurs propres concitoyens. Conséquence logique, 30 ans après, nous sommes dans un véritable jeu de dupes. Nous organisons chaque 5 ou 7 ans des élections. On sait très bien que très souvent, celui qui est proclamé vainqueur n'a pas gagné, mais on s'en accommode. Je viens d'un pays qui s'appelle le Cameroun, où en 2018, on a organisé une élection présidentielle. Devant le monde entier, tout le monde a été unanime que le principal vainqueur de l'élection, c'était la fraude. PV non signé, des militants de l'opposition tabassés, embastillés,
Les autorités ont même poussé le bouchon jusqu'à faire venir des faux observateurs internationaux, qui étaient des clochards qu'on a ramassés ça et là pour venir crédibiliser une élection. Malgré cela, le président a quand même été réélu selon le Conseil constitutionnel du Cameroun. Avec ce tableau-là, Madame, Monsieur, comment pouvons-nous être surpris que les militaires deviennent des stars dans la plupart de nos pays? L'autre conséquence de ce modèle de démocratie occidentale africanisée, c'est que cela a créé des dirigeants totalement illégitimes. On peut dire sans risque de nous tromper que la plupart de ceux qui dirigent les États en Afrique francophone ne sont pas le fruit de l'expression de la volonté du peuple. C'est un modèle totalement inadapté. Parce que le système politique est censé faire progresser la société. De vous à moi, 33 ans après, montrez-moi un seul pays en Afrique francophone dont on peut lier le progrès au système politique. On a tous le sentiment que nos pays ont régressé. Et on peut le dire également pour ce pays dans lequel on est, à savoir la Guinée. Ce matin à l'université, quelqu'un nous rappelait ce que c'était l'école en Guinée à l'époque de Sékou Touré. Tout ceci, Madame, Monsieur, pour dire, ce modèle n'est pas le nôtre. Nous n'allons plus passer le temps à nous définir par rapport aux aspirations des autres. Il n'existe pas un modèle de gestion de la cité universelle. Pourquoi l'Afrique va être le seul continent à qui on va imposer un modèle? Même en Europe ou en Occident, la démocratie ne se fait pas de la même manière. La démocratie britannique n'est pas la même que la démocratie française. La démocratie allemande n'est pas la même que la démocratie belge. On vous dira, certains pays ne sont pas démocratiques. Et alors? Vous pensez sincèrement que si le Qatar avait choisi le même mode de mimétisme que nous, il serait à ce niveau de progrès aujourd'hui? Vous croyez sincèrement que la Chine serait la première puissance commerciale du monde aujourd'hui si elle avait accepté de se faire imposer son modèle de gouvernance? Nous, en Mansa, nous croyons que non. Nous sommes convaincus que le salut de l'Afrique passe par la réforme de notre gouvernance et de nos institutions. Ce modèle de démocratie importé a conduit à quelque chose d'atroce, notre dénégation. Nous ne savons plus qui nous sommes et nous avons choisi de marginaliser ce qui faisait d'antan notre force, à savoir nos légitimités traditionnelles. Et pour vous en convaincre, je vais introduire ici Maître Fatoumata Sidibé Diarra qui va vous faire son développement. Je vous remercie.